Nous poursuivons cette 14e édition du Sommet des leaders de la finance avec un plateau dédié à une thématique stratégique pour les directions financières. C'est le but de cet événement, c'est de parler des grands sujets des DAF. On s'attarde maintenant sur les stratégies de portefeuille. On garde pas telle activité, telle filiale. Dans quelle direction va-t-on et comment est-ce qu'on va reshaper, transformer l'activité pour les 10 prochaines années, les 20 prochaines années et aligner l'entreprise avec ses ambitions. À ma gauche, pour parler de ce sujet, tu étais sur scène à l'instant, Guillaume Martinez. Bonjour Guillaume. Bonjour Mathieu. Tu es Managing Director, tu es Head of Corporate Transformation au sein d'Alvarez & Marsal. Structure que nous connaissons bien sur nos plateaux. Vous venez du restructuring, du transformation. Vous avez une énorme activité de transaction services. Vous faites aujourd'hui beaucoup de sujets également de performance, de corporate transformation au sens large. Donc merci d'être avec nous. Je sais que les carve-out, tu connais bien le sujet et que tu accompagnes pas mal de grands groupes dans la redéfinition de leur activité. Merci. Merci Mathieu, ravi d'être ici. Green Larèche, bonjour. Bonjour Mathieu. Green, tu es partner au sein de Winston & Strawn. Alors toi, ton métier, c'est donc tu es lawyer, tu es avocat. Absolument. Tu as un track record, une activité très reconnue sur la partie LBO et corporate. Donc tu accompagnes au quotidien des fonds et des boîtes en buy side, en sell side, dans leurs opérations sur capital. Donc évidemment, quand on parle d'arbitrer sur ces joyaux qu'on peut avoir dans l'activité, il y a un sujet de cession. Absolument, on va essayer de donner un petit éclairage concret de la traduction de décisions stratégiques en juridique. Voilà. Et alors justement, on commence par ça avec Guillaume. Je pense qu'un point qui était intéressant sur les nombreux points que vous avez évoqués sur scène, c'était il y a un moment où quand tu es en chambre à la direction générale, on peut parler de bottom-up, de top-down, de ce que tu veux. Il y a quand même un moment où la direction générale va prendre une décision. Et à un moment, il va falloir la mettre en place au niveau organisationnel dans la boîte. Et entre les deux, c'est comme des silex. Il faut qu'il y ait une étincelle, il faut que ça se passe. Oui. C'est pas forcément facile, j'imagine. Non, c'est la complexité évidemment qui est dans l'exécution. Et dans l'exécution, ma conviction, si je peux la partager rapidement, c'est que le process est très important, mais il faut avoir en tête l'ambition finale, c'est-à-dire le end state. Le carve-out ou toute décision dans une stratégie de portefeuille au sens général, ça peut être d'ailleurs une acquisition, c'est un objectif de création de valeur. Et dans cette création de valeur, pour beaucoup, les leviers opérationnels seront essentiels. Si on considère le process de manière trop importante versus la fin, on rate la cible. Donc c'est un équilibre entre un process qui a ses complexités, et on y reviendra, qui sont énormes, et nos clients, les corporates, se sont beaucoup équipés d'ailleurs récemment, mais par rapport à des objectifs de création de valeur, des leviers de création de valeur qu'il faut définir et surtout qu'il faut délivrer derrière. Donc c'est pas la clarté sur la direction et la création de valeur que finalement tu arrives à provoquer l'adhésion, l'engagement de l'ensemble d'une organisation dans une telle transfo, parce que c'est pas facile un carve-out. Exactement. C'est un processus très long, un carve-out peut durer 2 ans, très facilement. Et uniquement sur la partie vraiment exécution du deal, ça emmène des changements culturels, ça emmène des changements d'organisation, ça emmène évidemment des changements d'actionnaires. Tout ça doit être orchestré et encore une fois avec un objectif qui ne doit pas être perdu en cours de route. Et c'est la difficulté. C'est cette exécution-là qui compte, indépendamment du deal, qu'il faut aussi réussir. Et Guillaume parlait à l'instant d'exécution, Green. Il n'y a pas plus complexe qu'un carve-out. Enfin, oui. Je veux dire, il faut débrancher, il faut rebrancher, il faut donner vie à une structure qui n'avait pas forcément de management à proprement parler, encore moins de comptabilité, que sais-je. Les contrats commerciaux, pour un avocat, c'est le deal d'une vie, un carve-out, c'est énorme. Alors, je ne sais pas si c'est le deal d'une vie, mais en revanche, c'est vrai qu'on sous-estime très souvent la complexité d'une telle opération. On se dit, une fois qu'on a pris la décision, il n'y a plus qu'à, ou faucon. On en connaît tous, en tout cas des décisions qui ont été prises un peu comme ça. Il y a 2 choses qui me semblent à mon avis primordiales. La première, c'est l'identification de l'ensemble d'actifs et du périmètre qui doit être cédé. Le détourage. Le détourage, en fait, il faut délimiter le périmètre pour ensuite, selon la traduction juridique, l'apporter à une structure ad hoc, puis ensuite céder les titres, ou faire ce qu'on appelle un apport partiel d'actifs. Sans rentrer trop dans la technique, donc première phase, identification des gens, le capital humain. Deuxième phase, le matériel et l'immatériel qui forment en fait Donc le matériel, c'est le stock, des trucs comme ça, voilà, et l'immatériel, c'est l'IP, c'est la propriété intellectuelle, c'est les brevets, les marques. Voilà, tout ce qui va valoriser en fait l'ensemble et qui va constituer l'opération de carve-out. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, il faut amener les gens à l'idée que finalement ils vont changer de propriétaire. Donc ça, c'est la conduite du changement
qui parfois peut être plus ou moins difficile. Et dans cette conduite du changement, il y a 2 temps à l'intérieur de ce deuxième temps. Donc le premier, c'est évidemment... C'est une valse. C'est une valse, à 2 temps. Non, plus sérieusement, la première chose, c'est d'être capable de poser en fait un diagnostic sur l'explication de la sortie de cette entité au sein du groupe préexistant. Et la deuxième chose, c'est la connaissance ou la rencontre avec l'acquéreur qui justement va accueillir cette branche autonome. Et là se pose la question de ce qu'on appelle la période transitoire, puisque dans cette période transitoire, on n'est pas encore complètement chez l'acquéreur, mais on n'est plus complètement dans l'entité. De loyauté, de à qui je reporte, c'est compliqué. Oui, c'est une période un peu intermédiaire où il faut essayer de tout prévoir. Quand vous êtes dans un grand groupe, il y a un certain nombre de services annexes, plus ou moins annexes d'ailleurs, qui sont fournis, comme l'IP IT, comme le service par exemple des payes, des choses très concrètes qu'il va falloir organiser d'un point de vue contractuel. Et c'est là que la dimension entre l'opérationnel et le juridique est inextricable, parce qu'on ne peut pas rédiger le contrat si on n'a pas connaissance en fait, des pratiques préexistantes. Et ça suppose 2 travaux, encore 2, valse à 2 temps, à savoir, premièrement, une connaissance de ce dont a besoin l'acquéreur potentiel pour faire fonctionner pendant un laps de temps transitoire l'entité concernée, et de l'autre côté, côté vendeur, si je puis dire, la possibilité d'avoir bien identifié. C'est un peu le miroir, ce dont a besoin l'acquéreur pour que ça fonctionne. Donc c'est là qu'on rentre dans le TSA et tout ça. Absolument. Ouais. Donc TSA, Term Sheet Agreement? Non, Transitional Services Agreement. Et du coup, là on est sur... Typiquement, je suis la DSI de Total, je me vends à Capgemini ou un acteur important. Le TSA, c'est ce qui va... régler cette relation de 2 ans, de 5 ans, de 10 ans avec... De 10 ans, c'est pas généralement les durées qu'on observe, c'est normalement une transition doit être la plus efficace et la plus courte. En revanche, ce qu'on observe, et ça je le vois d'un point de vue juridique, c'est qu'on a des équipes ad hoc qui sont chargées en interne, côté acquéreur et côté vendeur, d'organiser en fait cette transition. Et si on va plus loin, côté acquéreur, c'est pas simplement la transition, c'est aussi l'intégration des nouvelles équipes. Et pareil, ça a une traduction juridique. Là, c'est une équipe top niveau, côté un peu presque contract management, gouvernance. Project management. Project management. Ouais. C'est là où nos équipes opérationnelles et des équipes juridiques collaborent énormément. C'est-à-dire que la rédaction purement juridique d'un TSA serait probablement catastrophique opérationnellement, sauf les conditions que tu donnais. Et évidemment, sans l'aide d'un avocat, on est dans un vide juridique extrêmement périlleux, tant de la responsabilité d'ailleurs du vendeur que de l'acquéreur. C'est sûr qu'on peut faire un TSA de 50 pages, si à la fin l'opérationnel n'a pas... Enfin, si on s'est trompé complètement dans l'histoire, ça ne peut pas tenir. Et c'est pour ça que par exemple, les discussions sur les TSA, on parle maintenant de la conduite du changement et du temps nécessaire entre la prise de décision. Dès lors qu'il y a cette fameuse étincelle, peut prendre parfois un peu de temps, parfois ça va assez vite, mais pour que ça aille vite, il faut des interlocuteurs des 2 côtés extrêmement matures sur ce dont ils ont besoin. Et parfois, on observe un peu de tâtonnement, mais c'est normal. Et puis aussi, probablement, un avocat qui sait comprendre que la négociation ne porte pas sur le droit de manière autonome, mais il porte sur les besoins de ses clients pour faire fonctionner justement la chaîne de valeur. Et on en revient au point de la conférence, hein, où tout à l'heure, Guillaume l'avait brillamment exposé, c'est que derrière le process, il faut penser création de valeur. Et ça s'applique également à l'avocat. Peut-être sur les TSA, juste pour ajouter un point dont on parle et qui nous occupe beaucoup, c'est la sortie des TSA. C'est-à-dire que dans ce process de carve-out, on négocie les TSA. Une grande partie de la négociation doit être aussi la sortie des TSA. Et là, pareil, mais dans l'autre sens, la traduction opérationnelle de la sortie des TSA est essentielle. Et c'est un projet en soi, la sortie des TSA. Ça doit être un projet en soi. C'est ce moment où tu n'as plus aucune garantie de comment ça se passera après quand tu es l'acheteur, quoi. Exactement. C'est le moment où tu es jeté dans le grand bain et tu nages avec l'entité reprise. Une question, vous répondez par oui ou par non, parce qu'on a déjà un petit peu dépassé le temps qui nous est imparti. Est-ce que vis-à-vis d'un marché un peu chamboulé, d'un point de vue économie, d'un point de vue macro, les carve-out vont définitivement être un enjeu grandissant, voire même principal, dans les arbitrages que les groupes vont faire vis-à-vis de l'optimisation de leur modèle? Je m'explique, je n'ai pas à gérer mon centre d'appel, ma relation client, parce que des gens peuvent le faire pour moi. Est-ce que ça va toucher, est-ce que par exemple, et c'est ma question, est-ce que ça va toucher une entreprise sur 2, un grand groupe sur 2 dans les prochaines années?
parce qu'il va falloir faire évoluer les modèles et se concentrer sur ses métiers à soi. Oui ou non? Alors oui, et c'est ma grande conviction. C'est-à-dire que la stratégie de portefeuille dont on a pu parler, c'est pas simplement réfléchir aux métiers qu'on a dans un groupe, qui peuvent être diversifiés par ailleurs, c'est au sein même d'une activité, quels sont dans la chaîne de valeur de cette activité ce que je veux avoir. Donc ma réponse est oui. Ma réponse est oui, pour deux raisons, encore deux. Non, c'est pour rire. C'est simplement que les activités avec les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, on a un système en fait, de production qui est tout le temps en hyper-tension, en hyper-changement. Et donc par construction, les décideurs vont devoir se poser les questions de savoir quelles sont les activités qui sont au core business et celles qui le sont moins ou pas. Ouais. De nombreuses opportunités, donc côté cédant, côté bailleur, sur le marché dans les années à venir. Des pans entiers de l'économie et du servicing dans les boîtes, des fonctions support, j'imagine, nous imaginons, vont changer. On va certainement créer des champions français, Cocorico en tout cas on l'espère. C'était Mathieu Meffre avec Green Lareiche et Guillaume Martinez en direct du sommet des leaders de la finance pour cette 14e édition. On se retrouve dans un instant, merci pour votre présence. Pour la suite des interviews, vous êtes sur For Change.